Azul Filon, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, on va essayer de traiter le premier paragraphe qui traite le financement indirect suivant l'analyse de Gurley et Shaw. Et dans ce paragraphe, on va tenter d'aborder spécialement le soubassement théorique du choix et de l'importance d'un financement centré sur la banque. Dans ces subassements, on va voir donc des subassements au niveau microéconomique, mais avant, donc on va voir donc des subassements au niveau macro. Puis on va finir par les nouvelles tendances de l'activité bancaire, justement donc au Maroc, donc avec la naissance de la Banque universelle. Et également, on va parler un peu le cas français depuis les années 85 avec la grande réforme opérée au niveau de la France. Voilà donc on va passer donc tout à l'heure donc rapidement donc on va passer les détails. Enfin, le soubassement théorique de la finance indirecte, c'est-à-dire la finance dont la banque joue un rôle important, un rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les investisseurs. Et, il faut noter que les partisans ou bien les défenseurs donc de la prédominance de la banque ou bien de l'économie d'endettement ou bien de la finance indirecte, pardon, voilà, la finance indirecte, donc avancer deux grandes justifications. La première, donc, il s'agit d'une justification macroéconomique. Dans ce cadre-là, on va retenir donc la thèse et la thèse de Gurley et Shaw. Alors, donc, selon Gurley et Shaw, la finance indirecte se justifie par deux choses. Donc, d'abord, par, par une différence au niveau les préférences, au niveau des préférences des épargnants et des investisseurs. Donc, deux préférences qui sont opposées. Donc, c'est de l'impossible à ce qu'ils se rencontrent, à ce que les premiers, c'est-à-dire l'épargnant, financent les investisseurs. Donc, comme ça, donc, regardez donc d'abord les caractéristiques des titres de la dette primaire, c'est-à-dire l'acquisition, l'investissement, ça veut dire c'est-à-dire donc l'acquisition des actifs, généralement réalisés par les investisseurs. Globalement, donc, ils sont opposés aux préférences des agences économiques à capacité de financement, c'est-à-dire les investisseurs. Globalement, donc, souhaite bien évidemment donc une dette primaire à long terme qui s'étale sur 20 ans, 25 ans, voire plus. Mais les préférences des agents à capacité de financement, c'est-à-dire les épargnants, au contraire, donc ils souhaitent donc à ce que leurs fonds, leurs argents soient toujours liquides. Et s'ils vont investir une opération, donc s'ils vont financer une opération, donc ils sont prêts à la financer dans le court terme. C'est-à-dire donc c'est difficile à ce que les préférences des premiers et celles des deuxièmes se coïncident. Alors donc les premiers, les titres de la dette primaire émis par les investisseurs ayant besoin de financement sont des placements à long terme. Regardez, donc ils sont des placements. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent à la durée de l'immobilisation des investissements qu'ils financent. C'est normal. Dans la théorie, l'orthodoxie financière et l'équilibre minimum d'une entreprise, l'équilibre financier d'une entreprise, on a appris qu'il faut que le minimum que les emplois stables soient financés par les ressources stables. C'est le minimum. Donc, c'est de l'impossible de financer les immobilisations par une dette à court terme. Donc, ça, sûrement, donc tôt ou tard, ça va produire un déséquilibre financier au niveau de l'entreprise, ça va perturber donc le fonctionnement de l'entreprise, pour ne pas dire donc ça va mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Comme ça, donc, ceci suppose quoi? Ceci suppose normalement, surtout les investissements, un risque en capital. Lorsqu'on place de l'argent, bien évidemment, dans des immobilisations, ça suppose un risque en capital qui est rémunéré par les dividendes. Et donc, les dividendes, ils peuvent être positifs, ils peuvent exister comme ils peuvent être nuls, c'est-à-dire en cas de la réalisation d'une perte pour l'entreprise. Donc, l'investisseur n'aura pas donc comme rémunération le dividende. Ou bien,
également, il y a un risque de la dépréciation des actifs. On le sait, donc les actifs sont sujets d'amortissement et donc ils peuvent se déprécier donc avec le temps. Deuxième élément, si jamais donc l'opération est faite par l'acquisition des obligations, par les épargnants, c'est possible, mais également, c'est vrai, donc elle présente en termes de rendement un rendement fixe, un intérêt fixe, mais sa valeur réelle, la valeur réelle de rendement fixe peut se déprécier en fonction de l'évolution de taux d'intérêt, mais également de l'inflation, c'est-à-dire la relation inverse qui existait entre les obligations et le taux d'intérêt. Ainsi, alors, donc en parallèle de ça, regardez donc maintenant du point de vue des agents à capacité, c'est-à-dire les épargnants. Ils cherchent de la liquidité et de la sécurité. Les premiers cherchent l'engagement, un financement à long terme, avec bien évidemment au niveau de la rémunération, une rémunération variable en fonction de le dividende. Cependant, les agents à capacité de financement, au contraire, ils ont d'autres préférences qui sont opposées à celles des premiers. Donc, ils ont une préférence pour la monnaie, la liquidité et la diversification de leur portefeuille d'activité, c'est-à-dire un portefeuille diversifié donc pour répartir le risque sur plusieurs valeurs. Alors, ces attentes ne peuvent être satisfaites que par un intermédiaire, seul un intermédiaire qui va assurer donc le rôle de transformation de délai et de taux d'intérêt. C'est-à-dire donc cet intermédiaire va normalement prendre l'argent de ceux qui ont la capacité, mais à condition à ce qu'ils garantissent donc à ces épargnants la liquidité de leurs argents, c'est-à-dire à ce qu'ils retirent leurs argent à n'importe quel moment, mais également donc la sécurité dans le rendement, c'est-à-dire une rémunération qui est bien évidemment donc fixe et fixe surtout donc qui n'est pas variable, qui est fixe. Puis pour le deuxième côté, donc elle va utiliser cet argent pour financer les opérations des investisseurs qui demandent des placements donc sur le long terme sous forme des emprunts sur de longue période, parfois même par la prise de participation dans les entreprises, parce qu'on va voir donc la tendance est vers une entreprise universelle. Donc comme ça, donc ils les attendent comme rémunération donc un dividende. Regardez donc, c'est ce qu'on appelle donc l'intermédiation de bilan. La banque a une place dans le système. Elle a donc un rôle à jouer, c'est le rôle d'intermédiation de bilan pour rapprocher les préférences des premiers et celles du deuxième, pour que le financement soit assuré. Sinon, c'est de l'impossible. Je reprends et je récapitule. Donc, la première des justifications, c'est que les préférences et les choix des agences économiques ayant la capacité, c'est-à-dire les épargnants, sont contradictoires avec celles des investisseurs. D'une part, les épargnants cherchent de la liquidité, à ce que leurs argents soient toujours liquides. D'accord? S'ils vont financer une opération, il faut que le financement soit à court terme. Et deuxième des choses, ils cherchent la sécurité donc dans la rémunération. Donc ils préfèrent une rémunération stable, fixe, par exemple, qu'une rémunération variable en fonction des résultats de l'entreprise. Cependant, les investisseurs de leur part, parce que l'investissement suppose l'engagement de l'argent dans l'acquisition des actifs pendant une longue période qui va globalement entre 15 ans, voire jusqu'à 30 ans et plus. Donc, pour eux, donc le financement qu'ils cherchent, ils cherchent un financement à long terme et non pas donc à court terme. Et également, ils ont de l'intérêt à ce que la rémunération soit en fonction des exploits de l'entreprise, des résultats de l'entreprise. Et pourquoi? Pour qu'ils n'assument pas le risque normalement de gonfler les charges qui sont stables, abstraction faite du contexte, également de la conjoncture. Du coup, les deux préférences sont opposées et donc il faut un intermédiaire entre les deux. C'est la banque, c'est pour cette raison Gurley et Shaw insistent sur l'intermédiation du bilan de la banque comme étant la solution de cette problématique pour rapprocher donc les préférences entre les deux et comme ça donc assurer le financement de l'économie. Maintenant, deuxième élément, la justification microéconomique. Donc ceux qui ont avancé cette justification se base sur deux approches. La première théorie, c'est la théorie du coût de transaction développée par
Ronald Coase donc, et Williamson, et asymétrie d'information développée par Akerlof. Deux théories qui justifient donc le choix de la banque, le choix d'un financement indirect. D'abord, les coûts de transaction. On va revenir élément par élément, on va détailler élément par élément, théorie par théorie. Alors, donc, pour les coûts de transaction, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par ça? Enfin, les coûts de transaction sont l'ensemble des coûts ou bien des charges que peut supporter un agent, quiconque, épargnant, investisseur ou bien d'autres. Par exemple, le coût de la conclusion du contrat, recherche des partenaires, suivi, contrôle de l'exécution, et ainsi de suite, afin de réaliser une transaction sur le marché, afin de réaliser une transaction d'achat, de la vente, octroi des crédits, donc et ainsi de suite. Toutes les charges qu'on engage, qu'il faut engager pour assurer, donc pour réaliser cette transaction, avant et après la transaction. C'est également le contrôle, il faut qu'on tienne compte le contrôle, les charges qu'il faut dépenser pour suivre de très près le contrôle et de l'exécution de le contrat. Alors, donc, dans ce cadre-là, l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire la banque, permet de réduire les coûts de transaction par rapport au marché. Au marché, bien évidemment, là on parlait du marché financier, surtout dans le cas de financement, s'il s'agit d'un financement important. Pourquoi? La banque bénéficie de l'effet des économies d'échelle, parce qu'elle traite avec beaucoup de clients, elle traite beaucoup de dossiers, donc elle répartit, donc il assume, donc il permet, il peut gagner en termes d'économie d'échelle et donc de réduire le coût de transaction pour chaque épargnant et chaque agent. En répartissant bien évidemment le coût de transaction, le coût total sur plusieurs clients. Gestion d'un portefeuille client donc permet les banques de bénéficier donc des économies d'échelle. C'est pour cette raison donc un épargnant a de l'intérêt de passer par la banque pour financer les investisseurs, au lieu d'aller tout seul donc chercher les projets donc et supporter toutes les charges donc de transaction pour conclure un contrat de financement avec un investisseur. Alors l'intermédiaire, donc c'est-à-dire la banque, produit des services joints. En plus, par exemple, en plus de le financement de l'économie, les banques produisent également plusieurs produits, plusieurs services, ce qui réduit bien évidemment le coût de l'information, et les coûts de transaction de manière générale, parce qu'ils tiennent les comptes des clients, ils savent très bien, donc ils ont beaucoup normalement d'informations de base de données sur les clients, sur les investisseurs, et ce n'est pas la même chose que un individu, donc un épargnant, qui va commencer pour la première fois à aller chercher bien évidemment un partenaire et un client pour le financer. Donc voilà donc la première justification. Donc à travers également son expertise, elle réduit le coût de traitement de l'information, le suivi, le contrôle. La banque, elle est rodée dans le domaine, c'est son métier, donc c'est normal à ce qu'elle développe une expertise, c'est-à-dire donc qu'il a un effet d'expérience. Cet effet d'expérience lui permet donc d'économiser le temps, également d'économiser des charges et surtout de faire la chasse au gaspillage en termes de coûts. Donc, grosso modo, ces trois justifications montrent que la banque, comme étant un intermédiaire entre l'épargnant et l'investisseur, peut permettre donc de réduire les coûts de transaction. Et donc, c'est pour cette raison, les épargnants ont l'intérêt à passer par la banque. Également, même chose les investisseurs, à passer par la banque pour chercher un financement au lieu d'aller chacun cherche son partenaire au niveau du marché, le marché boursier. Alors, donc, maintenant, pour la symétrie d'information, d'abord, on va commencer par qu'est-ce qu'on entend par la symétrie. Donc, la symétrie d'information, c'est un constat, mulahada, observation, donc un état des lieux, que chaque acteur sur le marché ne dispose pas des mêmes informations ou n'en ont pas donc la même interprétation. Lorsque un acheteur et un vendeur, bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes informations sur l'objet échangé. Celui qui l'a acheté pour le revendre, bien sûr, donc il connaît son produit. Surtout, c'est la fabriqué, donc il le sait. C'est très bien la composition et c'est très bien la qualité, mais également. Mais l'acheteur, généralement, dans ces cas-là, donc on a symétrie d'information. Il a moins d'informations que le producteur. Donc, la question de la transparence
comme étant l'hypothèse essentielle donc, du marché de concurrence et de la concurrence pure et parfaite n'est pas remplie, n'est pas justifiée ici. Donc, par conséquent, donc là, donc cette situation d'asymétrie d'information peut défavoriser donc celui qui en souffre, lui, normalement, qui en souffre. Donc, les informations des offreurs et des demandeurs sur le prix et la qualité des biens peuvent être ainsi imparfaites et inégalement réparties. Et la symétrie d'information favorise le pouvoir du marché, celui normalement de certains investisseurs. Donc, il renforce donc le pouvoir de négociation de certains investisseurs et peut justifier donc maintenant les questions, les différences d'anticipation. Donc l'acheteur, l'investisseur et l'épargnant n'ont pas les mêmes informations pour anticiper pour faire des anticipations, surtout dans la théorie néoclassique. Donc on parlait donc des anticipations surtout donc rationnelles. Alors donc ici la symétrie d'information, elle peut être donc ex ante, c'est-à-dire avant la signature de le contrat, mais également malheureusement ex post. On parle au début donc on va voir ex ante, elle produit un autre phénomène, c'est l'antisélection, la sélection adverse, on va revenir sur ça. Et ex post, il produit l'aléa morale, c'est-à-dire donc des actions cachées difficiles à contrôler. Voilà, donc après, dans le cadre de l'exécution de le contrat. Alors, donc, première situation ex ante, le prêteur donc exige de taux d'intérêt. Donc, le prêteur, celui l'épargnant généralement, pour qu'il sélectionne, parce qu'il est en asymétrie d'information, il ne connaît pas exactement la qualité des projets qu'il va financer, leur niveau de risque, également la rentabilité et tout. Donc, qu'est-ce qu'il préfère? Donc, il exige de taux d'intérêt différents pour financer. Donc, il exige un taux d'intérêt très élevé pour les projets qu'il croit qu'ils sont bien évidemment donc rentables et ainsi de suite. Pour les projets qui ne sont pas rentables, donc il exige, donc c'est l'inverse. Pour les projets risqués, donc pour les chasser, normalement il exige un taux d'intérêt très élevé pour normalement l'isoler, pour isoler ces projets, pour qu'il reste dans le marché que les projets qui sont intéressants, qui contiennent moins de risques, également qui sont rentables. Donc, il exige un intérêt donc encourageant pour que les investisseurs, normalement, proposent ce genre de projet. Alors, prévoir donc ce sont des mécanismes pour faire de la sélection, pour sélectionner le projet rentable et moins risqué des projets qui sont défaillants, qui ne sont pas rentables, qui sont trop risqués. Donc, lorsqu'on impose à quelqu'un dans ces projets-là donc des taux d'intérêt très élevés, c'est normal, ce qu'il n'accepte pas, donc il quitte le marché. Malheureusement, regardez la conséquence. Tout ça débouche sur une sélection adverse. On a fait ça pour justement donc sélectionner, ne se retrouver que avec les projets rentables et moins risqués, mais les emprunteurs, parce qu'ils conservent des informations, même après l'examen attentif, on finit par quoi? Par se retrouver, je parle ici du point de vue de prêteur, avec des projets qui sont trop risqués et moins rentables. Généralement, la symétrie d'information conduit, selon Joseph Stiglitz et Andrew Wyss, à un rationnement des crédits. Donc, il rationne les crédits, il limite les crédits, l'emprunteur à faible risque et un autre à risque élevé. Donc, du coup, on finit par rationner les crédits, donc il limite donc l'octroi des crédits, donc ce qui va à l'encontre de l'économie. Alors, selon Wyss, donc Stiglitz, plus le taux augmente, plus la banque est confrontée au problème d'antisélection. Plus on augmente le taux, plus on se retrouve malheureusement avec des projets trop risqués, avec des moins rentables. Et les bons projets, donc il abandonne le marché parce qu'il quitte le marché, parce que donc, les emprunteurs, c'est-à-dire les investisseurs, n'ont pas de l'intérêt à proposer de très bons projets contre un intérêt qui est très élevé. Donc ce n'est pas encourageant. C'est ce qu'on appelle l'antisélection. Alors que normalement, cet outil donc, de l'augmentation de l'auto, il a été au début, il est normalement opéré, choisi. Pourquoi? Pour faire la sélection des projets et de se retrouver avec des bons projets. Et les emprunteurs, ils pensent
d'une autre manière, donc contraire, donc il laisse dans le marché, ne laisse dans le marché que les projets risqués comme ça, donc on passe de la sélection, donc d'une sélection pour se retrouver avec les bons projets à une anti-sélection et on se retrouve vers la fin par les mauvais projets et les projets risqués. Maintenant, pour la deuxième situation, ex post, après la conclusion, on suppose qu'on a conclu le contrat de crédit, on a financé, donc maintenant après, dans le cadre d'exécution, lorsque les emprunteurs exécutent le contrat. Pour Adam Smith, l'aléa moral, ça veut dire quoi? C'est un risque ou bien le risque moral, c'est la perspective qu'un agent isolé d'un risque, quelqu'un qui est isolé d'un risque, se comporte différemment que s'il était totalement lui-même exposé au risque. On voit ça par exemple, dans les assurances. Lorsqu'on est assuré donc, contre un risque, on ne prend pas suffisamment des mesures pour se protéger. Donc on s'en fout généralement donc, des mesures. Pourquoi? Parce qu'on sait d'avance qu'on peut, en cas de risque, si on est exposé le risque, on sait qu'on serait donc indemnisé. Du coup, donc plus on est isolé d'un risque, on est protégé d'un risque, voilà, généralement, donc on encourt ce risque-là sans problème. On se comporte différemment, c'est-à-dire on prend beaucoup de risques. L'aléa moral représente la situation de laquelle donc les résultats d'octroi des crédits, dans ce cadre-là des crédits, dépendant des actions entreprises par les emprunteurs. On a donné le crédit pour financer un projet bien déterminé, dans un laps de temps bien déterminé, mais les actions entreprises par les emprunteurs, après la signature de contrat, est imparfaitement observable par le créancier. Donc le créancier n'a pas les moyens pour contrôler. Donc elles sont généralement, pour les défendeurs donc, de l'intermédiation bancaire, la banque est mieux placée que le marché pour contrôler les actions cachées, parce qu'ils connaissent de très bien leurs clients, donc du coup, donc ils savent de très bien qu'est-ce que ça veut dire normalement, l'exécution de le contrat, qu'est-ce que ça demande, le temps, pourquoi, donc tous les détails là, donc ils sont maîtrisés par la banque parce qu'ils ont de l'expérience sur leur domaine. Mais un prêteur donc isolé, donc il n'a pas les moyens, donc du coup, les emprunteurs peuvent profiter donc de l'aléa morale et donc soit peut-être donc détourner l'argent vers d'autres domaines donc autres que celui auquel donc on l'a financé. Donc deux problèmes limitent donc l'efficacité de marché par opposition de la banque, la multiplicité des coûts, chacun doit supporter individuellement des coûts de contrôle, maintenant dans le contrôle, puis le comportement du passager clandestin. Donc chaque actionnaire cherche à bénéficier d'une action engagée par les autres sans payer. Donc supposons que beaucoup de personnes ont financé le même projet, ils n'ont pas passé par la banque, donc chacun donc attend les autres à ce qu'ils contrôlent l'exécution. Donc on finit par se trouver avec certains qui ont payé pour contrôler, d'autres qui ont bénéficié sans payer. Donc là, ça rend le coût pour ceux qui ont payé donc très élevé également. Donc ça peut déboucher sur quoi? Sur une situation, si jamais tout le monde se comporte comme étant un passager clandestin, on va finir par ne rien contrôler. Personne n'a contrôlé. Donc du coup, ça renforce l'aléa moral chez les emprunteurs. Ils peuvent détourner l'argent. Pour la banque, dans le cas de la banque, il peut exercer le contrôle en exploitant ses bases de données, leur système d'information, mais plusieurs problèmes limitent cette capacité de contrôle. D'abord, donc la durée de la relation, la banque continue donc à financer des entreprises, mais également la banque donc a des nuances par rapport également à la banque. La banque continue donc à financer des entreprises en difficulté, la taille des clients également, s'il s'agit d'un client de taille importante, il a beaucoup d'importance pour la banque généralement, donc voilà, on évite normalement de contrôler rigoureusement, donc on tolère parfois certains dépassements donc de la part des clients. Donc les entreprises de grande taille, l'individualisation des relations, parce que ce directeur le connaît, donc c'est pour cette raison, donc on ne contrôle pas, et ainsi de suite. Donc voilà généralement, et maintenant, donc on va passer les nouvelles tendances de l'activité bancaire. Certes, la banque a montré son efficacité
certes dans le contexte des 30 glorieuses, depuis les années 45 jusqu'à la fin des années 70, mais à partir des années 70, le contexte a beaucoup changé. On a commencé donc un autre contexte, une autre conjoncture, surtout marquée par la récurrence des crises. Du coup, donc la banque, il a entré également d'une nouvelle tendance, une tendance que nous allons voir vers, généralement, la banque tend vers une banque, disons, universelle. Voilà, justement, depuis les années 70, plusieurs mutations financières vont modifier profondément les conditions de l'intermédiation financière, c'est-à-dire même l'intermédiation donc, de la banque a changé de profil. Surtout, donc, on parlait ici de la règle de 3D, ou pour les uns, et pour d'autres, on parlait de 4D au lieu de 3D. Et voilà, donc cette règle, donc là, l'application de ces règles donc, a donné une nouvelle forme d'intermédiation, surtout dans le marché financier. Donc la banque commence également donc, à intervenir dans les marchés, les marchés des capitaux. Alors, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la règle de 3? C'est une expression qui a été inventée par l'économiste français Henri Bourguignat. Donc, ça signifie quoi en France? Donc, ce mouvement qui a commencé à partir des années 80, surtout avec le livre blanc des années 85, il signifie quoi? Il concerne spécialement trois éléments. D'abord, des opérations de la désintermédiation, c'est-à-dire donc le recul, le rôle de la banque dans le financement au profit des marchés financiers, c'est-à-dire donc enfin donc la tendance c'est vers donc la promotion des marchés financiers dans le financement de l'économie. Puis un décloisonnement, surtout dans les compartiments, donc c'est fini donc le cloisonnement en fonction par exemple de l'horizon, la maturité par exemple du titre. Maintenant donc la tendance était de quoi? Vers la fusion d'accord dans tous les marchés, et le décloisonnement pour qu'on n'avoir qu'un seul marché dont on peut trouver et retrouver donc les différents titres de différentes maturités. Et troisième idée, c'est la déréglementation pour encourager davantage de la concurrence. L'État doit se retirer davantage dans l'économie de manière générale, et très spécifiquement dans le domaine bancaire, mais également dans le domaine financier. Et enfin, donc la dématérialisation comme étant une tendance de la digitalisation de l'activité bancaire et l'activité au niveau des places boursières. Donc voilà, donc justement, la désintermédiation, ça signifie un recul de l'économie d'endettement au profit de l'économie de marché financier. Voilà, donc on l'incite, bien évidemment, donc il y a beaucoup d'incitations par lesquelles donc l'État peut inciter davantage les entreprises à favoriser, à se financer par le biais d'autres sources de financement que les banques. Voilà, donc pour encourager davantage le rôle de j'allais dire donc le rôle des marchés financiers. Donc on estime donc ainsi en France que 80% du financement par les marchés aujourd'hui, donc ça tend vers ça, donc surtout les entreprises. Hein. Les entreprises, un constat qui est dû donc évidemment donc à la baisse des coûts d'intermédiation qui motive cette pratique, donc avec bien évidemment donc l'intervention de l'État, donc on a rendu donc les coûts d'intermédiation, donc la baisse des coûts au niveau de le marché financier, ce qui normalement renverse donc là-bas la logique le choix des banques, de l'intermédiation qu'on a expliqué tout à l'heure, donc dans le cadre de quoi? Du coût de transaction. Maintenant, donc également les marchés financiers présentent un financement moins cher avec des coûts de transaction faibles, donc ce qui normalement rivalise d'accord le rôle de la banque. Voilà, donc malheureusement donc au Maroc le marché financier, les financements par le marché ne dépassent pas les 7% dans les meilleures conditions. Voilà, puis donc on va se décloisonnement, ça signifie quoi? Donc moins de limites entre les différents types de marchés monétaires, financiers, et ainsi de suite. Donc alors, le décloisonnement correspond à la fois donc à l'ouverture des marchés nationaux aux étrangers,
Et également, donc, on ouvre davantage les marchés pour les étrangers, pour y investir, également, donc, on levée donc des fonds. Également, ça concerne l'élimination des barrières cloisonnant les différents marchés nationaux de capitaux. Les barrières en termes de la maturité, par exemple, en termes des conditions certes, donc pour accéder à un marché bien déterminé. Donc, on a éliminé toutes ces barrières. Donc, pourquoi? Pour unifier davantage donc le marché des capitaux. Alors, donc, l'accès aux divers marchés qui était limité donc est ainsi devenu ouvert. La séparation entre banque d'affaires, banque de dépôt, banque d'investissement a été abolie. Maintenant, donc, on parle de la banque universelle, une banque qui fait donc l'activité classique des banques, qui est donc parler ici de la banque de dépôt, mais également la banque d'affaires et la banque d'investissement. La banque d'affaires, une banque qui accompagne les investissements, qui donne le conseil, qui donne le conseil et accompagne les investisseurs dans le montage le business plan et leur business d'affaires. Donc mais également la banque d'investissement, la banque parce qu'elle dégage de la trésorerie, donc il a également droit à investir pour son propre compte dans la prise des participations dans les entreprises, également l'achat des titres, des valeurs mobilières au niveau des bourses et les revendre pour espérer donc de gagner une plus-value. Alors donc ouverture des marchés nationaux sur l'extérieur, donc également ça nécessite l'abolition de contrôle d'échange, c'est-à-dire donc la flexibilisation et la libéralisation du marché d'échange. Tous ces éléments-là, donc généralement, ce sont des opérations opérées au niveau de la France. Maintenant au Maroc, on a assisté donc à un décloisonnement qui s'est traduit donc par l'avènement de la Banque universelle dans le cadre de la loi bancaire de 1993 qui désignait donc les établissements qui exercent toutes les opérations bancaires et financières. Maintenant, la déréglementation, c'est-à-dire donc plus l'encouragement de la concurrence dans le domaine, il consiste à libérer les marchés des interférences administratives, les contraintes administratives, et donc à supprimer donc les entraves freinant la concurrence entre les agences économiques. C'est-à-dire la déréglementation vise davantage donc à promouvoir de la concurrence et encourager de la concurrence dans les marchés parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Certes, donc si on respecte donc la réglementation en vigueur, si on respecte donc la logique de la concurrence, donc ça va dans dans l'intérêt de tous les intervenants, aussi bien les épargnants que les investisseurs. Moins de contrôle exercé sur les banques qui doivent plus obéir donc à la régulation des marchés qu'à la régulation étatique. Donc on confie davantage la régulation au marché, c'est-à-dire ici on parlait donc on renforce davantage l'autorégulation des marchés à la place de la régulation étatique donc par l'intervention de l'État, c'est-à-dire l'État se retire davantage dans les marchés financiers, également donc certes le gouvernement par rapport à la Banque centrale, on renforce davantage l'indépendance de la Banque centrale. Pardon. Cette déréglementation, elle vise d'abord donc la baisse des coûts d'obtention des capitaux, parce que un investisseur s'intéresse beaucoup, surtout dans l'approche libérale, il s'intéresse beaucoup au coût de capitaux. Donc son choix, sa décision d'investir et de ne pas investir, généralement, selon l'optique libérale, donc se fait sur la base de l'auto d'intérêt, c'est-à-dire ou bien le coût de l'obtention des capitaux de manière générale. Également, il vise une ouverture donc, des marchés nationaux aux non-résidents. On encourage davantage donc, les non-résidents à investir. Et également, ça permet dans l'entrée de la devise donc, massivement dans l'économie. Le développement d'une économie financière parallèle, internationale, non réglementée. Également, donc ça peut viser également et on va finir par la dématérialisation, c'est-à-dire donc la digitalisation davantage. Donc avec bien évidemment l'avènement des nouvelles technologies d'information et de la communication, les échanges boursiers se dématérialisent, s'accélèrent, donc des cotations continues, ordre passé donc une fraction de seconde, donc l'ordre d'achat ou bien de vente, donc on peut passer cet ordre donc dans un laps de temps très réduit. De part et d'autre donc de la plaine du jeu. On peut par exemple le Maroc ici donc faire des ordres
au niveau soit de l'achat, soit de la vente, au niveau des marchés, par exemple, européens, peut-être donc les marchés asiatiques également. Voilà, donc c'est vrai, donc maintenant, c'est la tendance, parce que la banque a changé de profil, mais également cette intermédiation a changé. Donc la banque intervient également dans le marché financier, mais donc elle a changé de profil, elle a changé donc de casquette. Alors certes, une part importante donc des financements obtenus et des placements réalisés par les entreprises se fait directement sur les marchés financiers, mais le financement direct se fait par le billet d'émission des titres dans lesquels les banques jouent un rôle non négligeable. On parlait donc maintenant de la finance directe qui suppose une rencontre directe entre les entreprises, les investisseurs et les épargnants, mais il y a toujours un rôle de la banque, il y a toujours une intermédiation déguisée de la banque, mais cette fois, c'est pas en tant que prêteur de l'argent, mais en tant que facilitateur, en tant que voilà, accompagnant des entreprises de les montages financiers de leurs projets, ainsi de suite. Alors le rôle de la banque, c'est donc transformé. Le rôle n'est plus donc une banque, et on va voir une banque généralement emprunteur-prêteur. Elles sont maintenant devenues créatrices, placeuses, créatrices, parce qu'elle intervient dans la création et l'émission du titre. Mais également, elle a le droit de placer son argent dans les titres, comme étant une banque d'investissement. Alors, donc, la banque elle-même spéculatrice pour être bien placée dans la course au retour sur investissement. Elle fait également de la spéculation au niveau des bourses parce qu'elle a les moyens et elle a également le droit. Alors, on assiste donc désormais à une nouvelle forme d'intermédiation bancaire qui prend cette intermédiation qui prend deux formes précisément. Donc, une intermédiation d'abord donc de courtage en tant que courtier et une intermédiation pour le compte en tant qu'intervenant, donc pour son propre compte. Ainsi, donc l'intermédiation de courtage, c'est une intermédiation en tant que courtier financier ou en contrepartie des commissions financier, donc entre les entreprises, samsar au sens positif ici, donc entre les entreprises, les épargnants, et en contrepartie, donc ils bénéficient des commissions. Il y a également une intermédiation pour le compte. Les banques interviennent sur le marché financier pour son propre compte en tant qu'acheteur ou la acheteuse ou bien vendeuse du titre pour son propre compte. Du coup, la structure des revenus donc a tendance à échanger. C'est vrai, donc les commissions commencent à prendre une part importante. Part des revenus d'intérêt, donc il a baissé, et celle de la commission est en augmentation. L'intérêt, donc dans le cadre, on a le recul dans l'octroi des crédits, et donc par conséquent la rémunération de l'intérêt l'intérêt donc baisse dans la structure donc des revenus des banques, et parce que donc elle a renforcé davantage son rôle de courtage, donc il bénéficie davantage des commissions, donc ces commissions également donc devient importante dans la structure de l'eau. Donc ainsi donc cette vidéo, bien cette prestation prend fin. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais essayer donc de traiter la désintermédiation ou bien le passage d'une économie d'endettement à une économie de marché. On va prendre le cas de la France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions, ou bien le cahier de charge à remplir et à respecter pour assurer donc la désintermédiation, c'est-à-dire le passage d'une économie indirecte ou bien d'une finance indirecte vers une finance directe. Et dans ce cadre-là, donc on va s'intéresser dans un deuxième paragraphe au financement direct, et on va procéder de la même façon en précisant un certain nombre donc d'arguments, de justifications de ce basement qui donne, qui explique l'importance de la finance directe. Donc voilà, ainsi cette prestation prend fin. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.